De Léard. Désolée. Qui va nous présenter son travail sur la description de relations spatiales avec le bandeau de force. C'est ça. Donc, comme Sylvie vient de le dire, je m'appelle Robin Deléard. Je suis en deuxième année de thèse au LIPAD à Paris. Thèse CIFRE avec Magélium qui est à Toulouse. Et donc, j'ai l'insigne honneur de terminer cette conférence. Donc, je vais vous parler du bandeau de force, qui est un descripteur de relations spatiales entre les objets dans les images. Nous avons proposé donc l'an dernier à ICPR, qui sera étendu dans un article à Pattern Recognition très bientôt. Donc, je vais d'abord faire un bref état de l'art, je vais vous décrire ce que le bandeau de force, et ensuite décrire l'évaluation qu'on a faite sur la classification de relations spatiales simples, comme vous allez voir. Alors, la tâche générale, c'est assez simple, c'est assez général. En fait, on vise différentes tâches de description de scènes qui peuvent être sur des images en navigation autonome, par exemple, en imagerie aérienne. Le but est d'avoir une description complète de la scène dans des cas où la configuration spatiale peut être utile, configuration spatiale entre les objets, donc notamment des configurations complexes. Les approches courantes peuvent être, ne prennent pas en compte les relations spatiales ou pas bien. Il y a par exemple les bag of features où on va avoir des descripteurs de forme, de texture ou des points saillants, éventuellement des deep features. Ou alors on a les CNN qui sont très performantes aussi pour ce genre de tâches, mais qui nécessitent de grandes quantités de données. D'où l'intérêt d'introduire des descripteurs véritablement dédiés aux relations spatiales, à la configuration spatiale. Et pour ça, on a différents types de descripteurs. On a d'abord des descripteurs qualitatifs, qui sont des choses typiquement en langage naturel, qu'on pourrait dire décrire la scène en termes de relations à droite, à gauche, au-dessus, entre, éventuellement pour avoir des relations ternaires entre trois objets. Ou alors des mesures quantitatives, où là on va plutôt parler de descripteurs de configuration spatiale ou de position relative. Donc d'abord entre deux objets, c'est ce dont je vais parler avec le bandeau de force. Et ensuite entre plusieurs objets, donc pour décrire complètement une scène qui comprend plusieurs objets. Donc ça, c'est plus les perspectives de ma thèse. Pour l'état de l'art, donc pour ce qui est évaluation qualitative de relations spatiales, donc relations simples type à droite, à gauche, en langage naturel, quoi. On a le modèle RCC8 qui fait foi dans le domaine depuis un certain temps, qui est toujours assez performant. Donc, il prend en compte des relations topologiques, type à l'intérieur, se touche, tangent, pardon, ou ne se touche pas. Donc, on a des relations topologiques. On peut avoir la distance aussi qui rentre en compte, le recouvrement entre les objets, ce type de choses. Il y a également les paysages flous qui ont été proposés par Isabelle Bloch, donc aussi il y a un petit moment. Donc là, pour une relation donnée, par exemple, si la relation à droite, on voudrait dire pour chaque pixel quelle est la validité de cette relation. Donc pour ensuite, si on a un autre objet qui est dans l'image, on est capable de dire, d'évaluer cette relation. Ensuite, on a les intervalles temporels d'Allen qui ont été adaptés pour ce type de relation, des champs de force qui sont assez similaires aux relations floues, et plus récemment, la reconnaissance directement de triplés objet-relation-prédicat, donc en lien avec ce qui se fait en captioning. Donc ça, c'est des approches plus récentes avec des entraînements sur des grosses bases de données. Pour ce qui nous intéresse plus, on a donc des descripteurs quantitatifs, c'est ce que j'appelle des descripteurs de position relative. L'histogramme d'angle qui est apparu en 1994, qui a été amélioré avec l'histogramme de force. Donc c'est mon directeur de thèse, notamment Laurent Wenning, qui a travaillé là-dessus pour optimiser cela pendant sa thèse en 1999. Et donc l'histogramme de force qui est présent à gauche vise à calculer des interactions entre les objets et à représenter ici, non pas sous la forme d'une relation, mais d'un ensemble de valeurs, de mesures qui sont en fait résumées ici dans cet histogramme qui couvre toutes les directions de l'image, donc entre moins pi et pi, ici c'est juste pi sur 2, mais on va jusqu'à pi, on fait tout le tour. Et ensuite, donc, je vais venir plus en détail là-dessus après. On a également le phi descripteur qui est en fait un ensemble d'histogrammes de force qui associe aussi les intervalles temporels d'Allen.
Et plus récemment, donc ça c'est aussi des travaux de l'équipe, pour des relations plus spécifiques comme l'enlacement, l'entrelacement, on a des descripteurs dédiés, type histogramme de force. Là c'est représenté de façon circulaire, mais c'est le même type de choses. À partir de ces descripteurs quantitatifs, on peut revenir à des descripteurs qualitatifs en exploitant donc, cela, et des descripteurs qualitatifs qui seraient plus fins, plus précis, en mettant des notions en modulant un peu la relation, disant est-ce que c'est parfaitement à droite ou un peu à droite, etc. Donc par exemple, des travaux qui ont été proposés par Pascal Matsakis ici en 2001 avec. Donc ici on était entre deux objets. L'idée c'est après de travailler avec toute une scène qui comprend plusieurs objets. Donc pour ça on est obligé d'utiliser des modèles plus grands comme des graphes où les nœuds seraient les objets et les arêtes seraient la relation, par exemple un histogramme de force. Il y a déjà eu des choses là-dessus, mais ça reste pas anecdotique, mais il y a encore peu de choses dans ce domaine-là. Donc c'est là surtout qu'on a du travail pour évoluer. Il y a eu d'autres travaux plus récemment avec le FHD, donc Force Histogram Decomposition, par Michael Clément aussi dans l'équipe, qui est maintenant à Bordeaux-Labrie, qui donc lui décomposait en composantes colorimétriques et calculait des relations entre les composantes. Donc ça c'est bien pour un objet. On peut le faire aussi peut-être pour une scène, composée de plusieurs objets. Donc, et enfin, on pourrait aller aussi vers des descripteurs de relations spatio-temporelles en intégrant la dimension temporelle, où là donc on aurait à la fois les relations spatiales et les relations temporelles donc, entre les objets qui entrent en compte et pour être exploités. Voilà, donc pour résumer tout ce dont j'ai parlé, donc ici on va se focaliser sur un descripteur de position relative avec notamment l'histogramme de force et donc l'évolution qui est le bandeau de force. Donc le bandeau de force, donc, je l'ai dit, on calcule donc une interaction entre deux objets. Pour ça on intègre une force élémentaire phi de r, dépend de la distance entre chacun des pixels. Donc on le fait pour une direction donnée. Et après, pour toutes les directions, donc entre moins pi et pi. Donc on intègre cette force élémentaire qui dépend d'un paramètre R, qui est le niveau de force. Il a l'avantage donc d'être quasi invariant, mais il peut être rendu invariant par normalisation aux similitudes, donc qui sont les variations de pose, donc que ce soit changement d'échelle, translation, rotation, réflexion. Et donc j'ai dit, on a un paramètre R qui va avoir une influence sur l'interprétation qu'on va générer en sortie, donc avec donc des opinions variables. Pour typiquement R égale 0, on a une force constante, donc la distance entre les pixels ne va pas intervenir, alors que pour R égale 2, qui sont les deux forces les plus utilisées, ici ça revient à une force d'interaction gravitationnelle, où là, du coup, on a l'avantage d'être invariant à l'échelle. Et donc là, vous pouvez voir, par exemple, pour les trois configurations proposées, qu'on n'a pas la même interprétation. Ici, c'est des indices de confiance pour chaque relation, droite, gauche, au-dessus, en dessous. Donc, par exemple, la partie qui est... Ça va pas. Hop, je reviens. La maison qui est au bord de la rivière, on dit que c'est une maison et une rivière, va prendre en compte plus ou moins la partie qui est en haut, suivant le type de force qu'on va utiliser. Voilà. Donc ce qu'on s'est dit à partir de ça, c'était peut-être bien de combiner plusieurs forces au sein d'un même descripteur. Donc il y avait déjà eu des travaux combinant donc, ces deux forces F0 et F2. Nous on s'est dit pourquoi pas utiliser tout un panel de forces. Donc c'est comme ça qu'on a eu l'idée du bandeau de force qui est en fait un descripteur 2D où on a donc ici dimension horizontale le niveau de force et la direction. Donc c'est un descripteur périodique, c'est pour ça qu'on l'a représenté sous forme de cylindre. Et donc l'intérêt, c'est d'avoir une description 2D. On s'est dit que c'était intéressant parce qu'on pouvait le mettre en entrée d'un CNN 2D, bénéficier des bonnes performances de ce type de réseau, avec les pré-entraînements notamment. Et donc on a une description qui est plus complète.
Du coup, du fait qu'il est circulaire, on a juste modifié notre apprentissage en ajoutant un padding circulaire. C'est-à-dire qu'au lieu de compléter avec du noir ou autre chose, on reprend la partie initiale de, de notre bandeau. Voilà. Donc au niveau des propriétés, je vais passer rapidement. Donc on a dit qu'on était invariant en similitude quasi invariant. En fait, on est capable de mesurer l'impact de chaque transformation. Pour une rotation, typiquement, c'est juste un shift de l'histogramme. Le changement d'échelle, on est aussi capable de faire une normalisation. Il y a des techniques qui existent pour cela. Donc c'est assez intéressant. Et enfin, on a oui, j'ai pas dit, mais c'est un descripteur donc comme beaucoup d'autres, qui se calcule sur des images, des objets segmentés, donc que ce soit binaire, soit flou, mais ils ont besoin d'être segmentés. Mais celui-ci a l'avantage d'être robuste à des petites déformations, donc par exemple une segmentation imparfaite. Deux utilisations de ces descripteurs. On pourrait, comme j'ai dit tout à l'heure, le remettre en description qualitative, donc en langage naturel par exemple, donc avec des relations simples ici, comme ce qu'on a fait dans notre évaluation avec les 4 relations gauche, droite, au-dessus, en dessous. Ou alors on peut le réduire en features plus réduites pour l'utiliser avec d'autres descripteurs dans un modèle plus large. Donc voilà la chaîne globale qu'on aurait du coup de traitement. Les tests qu'on a fait, donc c'est une classification de relations simples, comme je disais, donc avec les 4 relations. On a évalué ça sur une base synthétique qu'on a constituée avec des objets simples qu'on a disposés aléatoirement dans l'image, une vingtaine d'objets. Donc on a 2 sous-bases qui sont donc les 2 images de gauche en bas, avec des objets composés de plusieurs formes géométriques et des formes géométriques plus allongées, plus complexes, pour avoir des configurations plus complexes. Tandis que notre descripteur est censé mieux prendre en compte les configurations complexes, c'était bien d'avoir ce genre de test aussi. Donc on a 2 bases Simple Shapes 1 et 2, chacune à peu près 1000 images. Et on a aussi utilisé une image satellite segmentée pour le test. Donc là, il y a seulement 200 images. Pour l'apprentissage, donc on a testé avec un CNN pré-entraîné, c'est un SqueezeNet, pré-entraîné sur une ImageNet, et qu'on a spécialisé pour notre tâche, et également un plus petit réseau entraîné à partir de rien, étant donné qu'on n'a pas beaucoup d'images et que la tâche est en fait assez simple. Il n'y a pas besoin d'avoir un gros réseau normalement. Comme baseline, on a travaillé directement sur, donc ça s'était entraîné sur le bandeau, et en baseline, on a entraîné directement sur l'image brute, donc on a quand même croppé sur la zone où sont présents les objets. Également, on a utilisé un MLP sur les coordonnées des rectangles englobants de chacun des 2 objets, donc seulement 8 features. Et enfin, une méthode de cadran qui consiste à prendre le barycentre, c'est une méthode barycentrique en fait, où on va prendre le barycentre de chaque objet, dessiner un cadran à partir d'un des 2 pour diviser l'image en 4 et voir dans quelle portion est plus présent l'autre objet, donc l'argument. On a également testé la combinaison avec du bandeau et de l'image, et on a comparé donc à nos 2 forces F0 et F2. Voici le type de sortie qu'on a, enfin de bandeau qu'on peut observer. Donc en fait, quand on a constitué la base, on l'a annoté à la main, donc en donnant donc les 4 relations, également différents niveaux de difficulté de la notation qu'on a classé de N1 et N4. Les N4 étant exclus des tests parce que non décidables, on a évalué. Donc on peut voir que pour la ligne du haut avec donc le N1, le niveau le plus facile, on a une direction qui est clairement visible, alors que quand on va dans des niveaux de difficulté plus bas, plus complexes, c'est plus compliqué de voir sur le bandeau quelle est la relation. Donc d'où l'intérêt d'utiliser sans doute plusieurs forces. Voilà. Les résultats qu'on a, donc on a évalué sur notre base S1 plus S2 ensemble, S1 et S2 séparés, donc les 2 parties de la base Simple Shapes, et également en faisant uniquement sur les niveaux plus complexes, les niveaux 2 et 3 ou au niveau 3 tout seul. Le problème étant qu'on a beaucoup moins d'images pour ces niveaux-là, donc les résultats sont quand même à prendre avec des pincettes.
Et sur GIS, donc c'est notre image satellite qui contient des objets fragmentés. Donc ce qu'on peut voir, c'est qu'on a une bonne performance de F0 plus F2 et du bandeau qui truste les premières places, supérieure à nos deux baselines, donc qui sont les coordonnées des rectangles englobants à droite et les cadrans. On n'a pas vraiment de gain, on n'a pas de gain lorsqu'on ajoute l'image, donc la méthode de fusion DFV plus image. Donc ça veut dire que notre descripteur est sans doute assez complet, donc on n'a pas besoin de rajouter d'informations. On a des très bonnes performances là, sur ces tests. Par contre, on n'a pas un gros gain de passer du F0 et F2 à un panel de force avec le bandeau. En fait, F0 et F2 sont déjà très, très bons, en particulier F0. Et donc à voir peut-être sur des cas plus complexes, avec plus de données dans les cas difficiles, si le bandeau peut permettre de faire mieux. Là, on est sur des images 224-224, donc c'est difficile d'avoir des configurations vraiment complexes où on aurait par exemple une ligne beaucoup plus longue et un petit objet. Donc voilà, d'autres tests sans doute à faire et d'autres tâches éventuellement comme du retrieval. Voilà. Pour compléter, on a aussi calculé des cartes d'activation sur nos bandeaux pour voir quelles étaient les parties les plus intéressantes. Et, donc ça permet de voir où le réseau attache le plus d'importance pour faire sa décision. Donc on voulait voir à la fois à quelle direction, ça on se doutait un peu, mais plutôt quelle valeur de force était utilisée pour prendre la décision. Donc on voit que ça varie suivant au cours de l'apprentissage, donc plusieurs forces sont utilisées. Donc ça nous encourage à continuer dans cette voie. Voilà. Donc pour conclure, on a une représentation qui est plus complète de la configuration spatiale, qui est robuste aux similitudes, qui peut être facilement traduite en relation spatiale en langage naturel, qui peut être réduite en caractéristiques plus compactes pour l'associer à d'autres features, comme la forme, pour avoir une description complète de la scène. Et pour nous, c'est une approche naturelle comparée à l'apprentissage profond, qui est plus sur une boîte noire ou blanche. Grise, on va dire. Et par contre, comme limitation, on a donc cette segmentation qui se pose comme première étape, donc qui entraîne quand même, qui peut impacter la suite des traitements. On est sensible donc, oui, à la segmentation. On est limité à 2 objets pour l'instant, donc travaux à poursuivre, et des images 2D. Donc sur l'évaluation, là, on a fait une évaluation très simple qui ne permet pas de montrer grand-chose. Ce serait intéressant de tester peut-être d'autres paramètres, d'autres classifieurs, des données plus complexes, comme je disais, sur des données réelles aussi, sur des images naturelles. Ça, on a pu tester sur un autre dataset, mais qui présente des soucis d'annotation, donc je ne l'ai pas inclus ici. Et donc, faire une analyse plus approfondie des forces qui sont utilisées suivant les configurations et l'évaluation, donc c'est un problème plus large. Enfin, donc pour passer à l'aspect, donc le but ensuite est de passer à l'aspect modélisation de scène en l'intégrant dans un modèle plus large, comme les graphes, comme ce qu'on a pu voir juste avant, c'est très intéressant. Voilà. Et enfin, une autre piste dont j'ai parlé rapidement au début, c'est l'apprentissage de triplé. Donc là, il y a une base qui a été proposée récemment qui s'appelle Spatial Sense, où on a des rectangles englobants avec des relations, donc soit des bonnes relations, soit des mauvaises. Et également Roll 3D qui est sur des objets synthétiques, donc qui contiennent beaucoup de paires d'objets avec des relations, où l'idée c'est d'apprendre directement les triplés. Donc je n'ai pas encore beaucoup de résultats sur ces bases, mais du coup c'est une approche qui peut être intéressante aussi, qui évite de devoir passer par segmentation en plus. Voilà. J'ai terminé, donc je suis prêt à répondre à vos questions. Non mais ma question, j'ai une question que je te pose en fait, parce que la question qui fait un peu mal à mon corps, est-ce que tu peux réexpliquer comment tu fais pour, dans ton histogramme,
J'ai bien compris, en abscisse, c'est l'angle. Oui. Lignes. Mais par contre, en ordonnée, comment tu trouves cette valeur, c'est pas clair pour moi. Est-ce que tu sommes, c'est juste sur l'histogramme même pas des bannières, juste des histogrammes de force pardon. de base. Voilà, Donc, là, en fait, tu fais quoi? C'est l'intégrale des distances qui passent dans les objets? Enfin, je sais pas comment tu as calculé En cette fait, valeur. oui, on calcule cette force élémentaire entre chaque pixel C'est quoi une sur. force entre des pixels? Moi, je connais pas. C'est donc la force fière là, qui est définie. Oui, Euh. comment tu l'as définie? Ah, c'est 1 sur D, la distance? 1 sur D puissance R, c'est vrai, on voit peut-être pas bien partout. Et D, c'est quoi? Donc D, c'est oui, peut-être ça que j'ai oublié de dire. La distance entre les deux pixels. Ok. Donc pour chacun des pixels, donc en fait c'est des calculs d'intégrale après, suivant chaque section des deux objets. Est-ce que tu as une explication? Enfin, c'est intuitivement, c'est quoi? C'est la distance des segments qui passent dans les objets ou non? C'est rien de tout ça? Pourquoi que ça représente quoi un peu L'idée c'est plus il y a de pixels dans la direction et plus l'interaction sera, enfin pixels de chaque objet dans la direction, plus l'interaction sera forte dans cette direction. Et d'où, oui. Donc chaque pixel de chaque objet va interagir avec l'autre. Et après tu sommes ça sur toutes tes lignes là? Et après oui, on fait la somme sur toutes les sections de la direction concernée. Donc il y a un facteur d'échantillonnage là, de distance entre les lignes qui joue? Oui. Après, oui, c'est assez efficace comme. Enfin, il y a une méthode assez efficace de calcul qui a été développée par mon directeur de thèse, Laurent Manning, un condensé qui tourne assez bien, qui a été utilisé notamment par l'US Navy pour de la robotique. Donc, c'est assez efficace. Après, oui, bon, ça peut prendre un peu de temps aussi, suivant les paramètres qu'on choisit, le nombre de directions. Moi, j'ai fait avec du 224 pour avoir des images carrées, mais bon, je fais plutôt avec 90 degrés ou 181. Ok, merci. D'autres questions? Moi, j'avoue, c'est les bases de données que tu utilises pour valider. Oui. J'avoue que en fait, à la base, tu as utilisé une base de données maison, c'est ça? Oui, c'est ça. Que maison, parce qu'il n'y a rien. Il n'y a pas grand-chose, non. En Visual Question Answering, il y a pas mal de choses avec plusieurs objets dans l'image et dire quel est l'objet à droite de l'objet jaune. Voilà. Ouais. Mais avec juste deux objets, en fait, on n'avait rien. J'avais déjà une base, en fait, un algo pour générer des bases à partir quand on a un seul objet. Donc, et voilà. Et sinon, C'est tu bien. as des bases existantes, mais te débrouiller pour les bidouiller pour que Les bases existantes, du coup, on a la dernière là que j'ai montré, c'est à peu près tout. Ouais. Ces deux-là, notamment celle du dessus, en fait, on s'est évalué sur celle du dessus. Mais donc on avait besoin d'images segmentées, donc on a développé un petit module pour récupérer l'objet segmenté dans les rectangles englobants. Et le souci, c'est que les annotations de cette base dépendent du point de vue, étant donné que du point de vue 3D, donc si la personne est de dos ou de face, c'est pas la même chose. Et donc notre approche n'est pas capable de gérer ça. Donc on a des performances qui sont moins bonnes. Mais oui, la suite, ce serait de faire sur ce genre de... Ok, merci. Pas d'autres questions? On te remercie.